Aquaba, comme on dirait dans mon pays. Non, non, pas l'Inde, la Côte d'Ivoire. Moi, Césara Issani, indienne née en Côte d'Ivoire, de parents nés à Madagascar et habitant au Québec. Et si on prenait notre place ensemble afin d'activer un nouveau monde? Et si on se donnait le droit de briller et d'unir nos habiletés, nos compétences pour le bien commun? Et si on créait réellement le monde de nos rêves, un pas, un jour et une respiration à la fois? Ensemble, c'est possible. J'y ai cru, j'y crois et j'y croirai toujours. Bienvenue au balado Comment tu fais? Des clés et outils concrets pour débloquer votre vie de tous les jours. Situation embarrassante, délicate, quoi faire, comment le dire, quels sont les impacts et surtout, quelles sont les manières de dire et faire les choses pour plus d'impact? Qu'est-ce que ça prend pour oser? Lors de la préparation de ce balado, nous nous sommes posé les questions suivantes. Est-ce que tout s'adresse? De l'annonce d'une mauvaise décision au courage de relever des manières de faire illégales qui causent du tort. Prenons notre courage à deux mains et parlons-en. Parce que je crois que chaque personne a sa place et son rôle à jouer. Je me suis entourée d'une personne coup de cœur pouvant contribuer au thème du jour. J'accueille aujourd'hui Rémi Nsabimana, journaliste né au Rwanda, qui a grandi et étudié en RDC, République démocratique du Congo, à Brazzaville, et Cameroun. A travaillé d'abord pour Vox Africa TV à Yaoundé, a été ensuite débauché par la BBC pour travailler comme présentateur radio à Dakar, puis comme présentateur télé à Londres, avant d'être débauché par Al Jazeera pour travailler au Qatar sur le projet AJ+ français à Doha. Actuellement producteur et présentateur de contenu sur l'Afrique francophone pour AJ+ français, le département digital en français d'Al Jazeera Media Network. Sa cible, c'est millennials, africains francophones âgés entre 15 et 35 ans. Et ce qu'il fait, mais il raconte l'Afrique de façon la plus simple, précise, concise et ludique possible. Oser dire les vraies choses. Et justement, Rémi, aujourd'hui, tu as couvert des sujets qui font la une dans tous les foyers, mais qui restent souvent en sourdine. Et il a osé en parler pour Agi+. Je pense aux vidéos suivantes parce que j'en ai fait la liste. Vous me permettez, je vais les lire. Élection passe, le président africain demeure. La France et ses amis autoritaires africains. Et si l'Afrique faisait tourner la planche à billets? Il ose parler de corruption, d'incohérence au niveau international. Rémi, qu'est-ce que ça prend pour oser aborder des sujets comme tu le fais qui touchent les politiques, l'économie, l'humain? D'oser dire quelque chose, moi je dirais il faut oser faire quelque chose aussi. Et c'est peut-être mon cas dans ce sens-là, c'est que vous voyez l'injustice, vous vivez l'injustice aussi, parce que ce que je dis finalement n'est rien d'autre que ce que j'ai vécu, ce que mes frères, ma famille, mes amis, dans beaucoup de pays africains continuent de vivre. Donc finalement, c'est vivre un quotidien, oser un jour faire quelque chose en osant dire et décrire cette réalité-là. Et c'est pour ça que j'ai même parfois l'impression que même si je n'avais pas été journaliste, je pense que je n'aurais pas su me taire. Parce que, parce que je pense que se complaire à ne rien dire et à ne rien faire, c'est quelque part admettre aussi ou conforter la situation déplorable dans laquelle on se trouve. Et qu'est-ce que ça prend? J'ai envie de dire, je pense que il faut juste le souci de voir peut-être les choses changer, ou simplement le sentiment qu'il y en a assez et qu'il va bien falloir que les choses changent. Mais je crois qu'en tant que personne et aussi en tant qu'Africain, ça va bien au-delà de ça. C'est une question de, de contribution, mais aussi une façon de dire, il y en a marre, il faut qu'on change les choses. Et justement, quand tu dis il y en a marre, il faut qu'on change les choses, c'est que tu tombes sur des sujets où tu es dans ta recherche, tu posais des questions, tu tombais sur des documents, puis là, tu allais confronter. On tombe dans des situations qui sont assurément délicates. Comment tu fais pour pouvoir justement tirer ton épingle du jeu lorsque tu te retrouves dans des situations qui sont délicates avec des hommes politiques, où tu joues, on s'entend, un jeu d'échecs quelque part? Oui, et là on en revient finalement au courage d'aborder les choses. Et parce que je pense que dans le journalisme aussi, et en abordant certaines questions qui impliquent certaines personnes, qui vont ces questions-là finalement pointer du doigt certaines personnes, même si vous ne dites pas les noms, et ben, évidemment,
certains journalistes préfèrent juste faire des émissions sur la cuisine. Là, on risque pas d'embêter quelqu'un. Et même dans la cuisine, parfois, vous vous retrouvez dans des questions très géopolitiques, comme le sujet sur le couscous. C'est un sujet de débat, par exemple, entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique maghrébine. Mais je veux dire, je pense qu'il faut, oui, il faut du courage. Il faut simplement se dire, euh, peu importe, parce que ce n'est pas le messager finalement ce qui importe. Ce qui importe, c'est le message. Et il faut que le message passe. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut s'oublier soi-même. C'est pour ça que je parle. C'est peut-être même, c'est plus que du courage, c'est peut-être un peu parfois suicidaire. J'ai mon petit frère qui dit, tu es un kamikaze. Mais je disais non, il faut juste parler de certaines choses. Euh, et, mais je crois aussi que, parce que j'aborde des questions africaines, je pense vraiment que ce que je décris, ce dont je parle, c'est ce que les gens vivent. Même les dirigeants, je suis sûr quand ils voient ça, ils savent que c'est vrai. Même s'il n'y avait pas le courage, je dirais quand même que mais qu'est-ce qu'on fait des thématiques qui sont là? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça qui ne va pas? Et personne n'en parle. Donc je pense que j'en parlerai quand même. Et je ne sais pas si ça me dérange aussi quelque part du coup de dire si je suis courageux ou pas parce que je me dis est-ce que ce n'est pas simplement faire mon travail, est-ce que simplement faire le travail de journaliste, ce n'est pas simplement être courageux, tout comme faire autre chose, c'est comme un militaire, une fois que vous y êtes, vous savez que le courage c'est la moindre des choses. Donc je pense qu'il faut oublier ce qui pourrait vous arriver et voir comment vous pouvez contribuer pour changer les choses. Derrière ça, par contre, il y a quand même des impacts. Comme tu dis, je n'irai pas habiter dans mon pays euh, parce que je ne veux pas non plus causer de tort à ma famille. Enfin, c'est ce qu'on se racontait la dernière fois. Il y a aussi le volet sécurité. Oui, qu'est-ce que cela peut coûter? Ça sera quoi le coût de la vérité, finalement? Et il y a cette peur, il y a cette peur. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays africains aussi qui ne sont pas prêts à accepter la critique. Donc, il y a beaucoup de sujets que parfois vous n'abordez peut-être pas parce que vous savez que dans certains pays, cela peut causer beaucoup de tort, soit à vos membres de famille, effectivement. Il y a beaucoup de pays où je sais aussi que les gens acceptent la critique ou alors ils s'en foutent. Et il y a des pays qui acceptent, il y a des pays qui avancent parce qu'avant, dans les années 90, il n'y avait pas la liberté de s'exprimer, les choses ont un peu évolué, même s'il reste encore énormément de chemin à parcourir. Il y a des pays qui sont ouverts. Quand je pense aux pays de l'Afrique de l'Ouest, ce sont des pays qui sont très souvent ouverts à la critique. En tout cas, plus ouverts que ceux de l'Afrique centrale, par exemple. Mais quand je parle aussi du Cameroun, le Cameroun, c'est un pays où j'ai grandi, où les gens sont habitués à être critiqués. Donc, c'est des gens qui se critiquent. Il y a vraiment cette culture-là. Même si critiquer, c'est une chose, écouter les gens qui vous critiquent, c'est toute une autre. Mais il y a cette culture de la réception de la critique. C'est-à-dire que les gens savent accepter que quelqu'un d'autre leur dise que ce qu'ils font n'est pas bien. Donc, ils ont cette culture-là. Là-bas, ils seront réceptifs. En tout cas, une partie sera réceptive. Et quand tu as bien fait tes recherches, tu as sourcé tes informations, tu as des spécialistes qui en parlent, etc. Très souvent aussi, il n'y a pas grand-chose à craindre en réalité. C'est que parfois aussi, on verse peut-être dans des techniques ou dans la façon de faire qui n'est pas entre guillemets orthodoxe. Et donc, parfois, les autres personnes aussi peuvent être amenées à vouloir vous intenter des procès, etc. Mais quand vous ne vous reprochez de rien et que tout a été fait dans les règles, souvent aussi, il n'y a rien à craindre. Après, il ne faut pas être naïf non plus. Il y a des journalistes qui sont des journalistes d'investigation, qui révèlent de gros dossiers, de scandales, etc., et qui sont assassinés. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas bien fouillé, au contraire, c'est parce qu'ils ont trop bien fouillé. Comment tu gères la critique? Je suis très ouvert à la critique parce que c'est effectivement grâce à la critique que tu peux t'améliorer dans les prochaines vidéos, que tu peux savoir. Il y a beaucoup de sujets que j'aborde parce qu'on en parlait beaucoup dans les commentaires. Parfois, j'aborde aussi un sujet et il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais vous auriez dû aborder ce pan. » Et là, on refait un autre sujet avec ce pan-là. Donc, il faut vraiment, c'est très important les retours que l'on a parce que c'est ça aussi ce que l'on veut créer, cette nouvelle façon et cette nouvelle plateforme, ce qu'ils offrent, c'est cette interaction, cette interactivité entre la personne qui produit et la personne à qui c'est adressé. Donc, il y a ces échanges parce que c'est là-bas qu'on a les retours. Je pense que
Les gens vivent des choses, il faut leur ouvrir le débat, leur permettre de s'exprimer. Mais il faut leur donner une base à partir de laquelle, une orientation aussi à partir de laquelle ils vont agir, ils vont pouvoir oser dire et surtout, ils vont pouvoir oser faire. Mon objectif, c'est de titiller les pensées, surtout des jeunes générations. Parce que, je suis désolé de le dire, mais je ne crois plus vraiment en les générations qui nous ont précédés parce qu'ils ont eu la plupart, beaucoup dans certains pays africains, plus de 40 ans, 50 ans, ils sont là aux affaires, pas grand-chose n'a changé. La génération 40 ans, moi, c'est plus à eux que je parle. Je vais vraiment titiller les pensées et créer une sorte de tsunami de réflexion sur des questions basiques que l'on vit. Et il faut qu'on commence à faire quelque chose. Et si ce n'est pas nous qui changeons les choses, au moins que ceux qui viendront après nous trouvent qu'il y a des bonnes bases pour changer quelque chose. Comme tu disais, titiller, moi je parle de planter une graine, puis ça va faire des bébés plus tard, ça va juste pousser et juste dire, OK, ça existe. Je ne peux plus mettre ma tête dans le sable, ça existe. Il y a des preuves et ça fait un lien avec la culture d'entreprise dont tu disais, en allant avec des faits, puis en disant, bon, ben voici la base maintenant. Chers employés, chères équipes de travail, donnez-moi, dites-moi comment vous voulez qu'on travaille, qu'on collabore ensemble pour justement donner la place à ces situations délicates-là d'être au grand jour, pour qu'il n'y ait plus de marche à reculons pour aller au travail, pour qu'il n'y ait plus de stress pour parler de choses qui sont humaines et normales. En tant que journaliste, évidemment, je défendrai toujours l'idée que tout se dit, tout d'ailleurs doit se dire. La façon dont on dit les choses, si on est soucieux de comment on veut faire parvenir le message, est-ce qu'on veut vraiment faire parvenir notre message à la cible que l'on veut, à laquelle on veut s'adresser, alors on y met de la manière, on y met du tact, on y met des mots, on y met du style, on y met parfois aussi comment dire, de la façon de faire, parce que si vous ne mettez pas la facilité, si vous ne baissez pas le langage, ou que vous ne mettez pas de la rigueur, si vous ne trouvez pas les bons mots pour dire les choses, alors malheureusement, votre message peut-être ne passera pas ou ne passera pas de la plus belle des manières. Donc, tout, quand ça touche l'intérêt général, doit être dit, mais avec manière et avec tact. Mais en tant que travailleur, là je vais parler vraiment en tant que travailleur, je pense qu'il est très important d'en parler. Là, on revient à quoi? Est-ce que tout se dit? Dans le cas du travail, là, moi, je pense que beaucoup de choses doivent se dire, surtout lorsque votre santé mentale ou votre bien-être dans l'entreprise est menacé. Il faut pouvoir en parler avec le responsable des ressources humaines, avec votre direct manager, la personne à qui vous rendez des comptes, votre patron direct, votre supérieur direct, pour voir s'il y a possibilité de diminuer la charge de travail, pour voir s'il y a possibilité d'améliorer les conditions de travail, ou pour voir s'il y a tout simplement possibilité de faire quelque chose afin que vous vous sentiez à l'aise, puisque c'est quand vous êtes à l'aise que vous pouvez donner un rendement ou de meilleurs résultats. Dans mon travail, je le sais, parce qu'à chaque fois quand on parle, il y a ma boss qui va me dire, mais Rémi, est-ce que ça va? Est-ce que tu penses que tu pourras le faire dans de tels délais? Et à chaque fois, quand je sens que ça devient trop lourd, je lui dis, ça devient insupportable. Est-ce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un qui va t'aider sur tel ou tel travail? Mais pour qu'il y ait cet échange, je pense qu'il faut qu'il y ait discussion. Il faut qu'il y ait discussion surtout ouverte. Alors, on a eu nos entreprises, dans les grandes entreprises surtout, une sorte de mécanisme qui était assez rigide, où parler était mal vu. Vous vous plaignez trop, vous parlez trop. Et je pense que les entreprises commencent à comprendre, et ça a été exacerbé aussi par la crise de la Covid, etc., comprennent la nécessité de s'ouvrir. Derrière un changement de culture d'entreprise, est-ce qu'on peut parler de changement de culture de pays? Pour moi, le pays, c'est une entreprise en soi. J'ai des départements, ça gère des budgets pareils qu'une entreprise, pareil qu'un individu. Est-ce qu'on peut voir arriver ça, Rémi? De toute façon, est-ce que nous avons vraiment le choix? Je pense que nous n'en avons pas. Je pense que nous en avons pas. Je voudrais aborder quelque chose ce qui me vient plus à l'esprit, c'est que les choses sont tellement en train de changer. La disponibilité de la matière, de l'information, des outils, des techniques, ça a complètement bouleversé tout. Regardez Zoom.
Ça a complètement changé, comme on dit, le game. C'est en combien d'années? Un clin d'œil, ça change, ça change. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si on ne change pas de culture dans le milieu du travail, mais aussi en tant que travailleur, parce que changer la culture, ça peut se faire au niveau structural de l'entreprise, mais je pense que le travailleur lui-même, en tant que personne, doit implémenter ça, changer en tant que élément de l'entreprise, se changer soi-même dans ses habitudes. Parce que du coup, ça change beaucoup de choses aussi dans votre routine, dans votre façon, mais aussi dans votre façon de percevoir votre propre travail, de le délivrer, entre guillemets, de nos rendus. Et aussi, il faut aller au-delà de la peur. Moi, je parlais tout à l'heure de moi, on parlait du courage, etc. Je dis oui, il faut surpasser cette peur. Et j'avais souvent l'habitude de dire, je pense qu'on en avait parlé, je disais, moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas de parler des choses qui dérangent, de parler de l'injustice, d'énoncer l'injustice. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir et de vivre cette injustice et de ne pas en parler. C'est ça moi, m'effraie. Donc, il faut aller au-delà de cette peur. Dans tout, ne suivez pas la masse, sortez de la masse. Je veux dire, distinguez-vous, parce que c'est comme ça que on vous met à part. On dit, ah, mais ça, c'est Zara, ça, c'est la touche Zara. Et je pense qu'il faut ça, de la constance aussi, donc, mais de la rigueur. Tout faire avec le plus grand sérieux possible. Qu'est-ce que, selon toi, nous, êtres humains, peu importe l'endroit où on est dans notre vie, qu'on soit en début de carrière, qu'on soit en fin de carrière, qu'on soit en milieu de carrière, qu'on soit dans une industrie, qu'on soit dans une usine, peu importe le poste, la hiérarchie, c'est quoi notre devoir aujourd'hui? Ah, c'est une question très, très intéressante. Je pense que ça revient vraiment du coup à chaque individu, mais personnellement, je veux bien sentir que chaque jour qui passe, j'apporte quelque chose de différent, quelque chose d'utile. J'ai travaillé pour de grands médias dans lesquels je me sentais comme une petite pièce insignifiante, où je n'avais pas l'impression que j'apportais quelque chose. Puis j'ai travaillé aussi pour d'autres grands médias où, par exemple, avec mes vidéos, j'ai l'impression que ça touche vraiment des gens. Quand tu parles de quelque chose, d'un phénomène, et puis qu'après, tu sens que le gouvernement d'un pays a changé la politique de fonctionnement je sais pas, de quelque chose parce qu'il y a cette vidéo qui a créé quand même une sorte de buzz. Donc, c'est gratifiant. Et quelque part, je me dis, j'ai contribué à quelque chose. Et je pense que, alors ça, je parle vraiment pour moi. Et je n'ai pas qualité à dire que ça devrait être pour tout le monde. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il faut que chaque jour, j'ai l'impression que j'apporte quelque chose de neuf, quelque chose d'utile. Et dans une entreprise, je continue de penser aussi qu'il faut que l'on sente qu'on apporte quelque chose. Si on n'apporte pas quelque chose, alors c'est problématique. Donc, ça veut dire qu'on est là, on ne sert pas à grand-chose. Même moi, personnellement, si je suis dans une entreprise et que je sentais que j'apporte, et que je n'étais pas productif. Quand je dis productif, c'est que je ne contribue pas à la chaîne de production et que je ne sente pas que dans la chaîne de production, mon travail a de la valeur et que cela est perceptible dans le quotidien, ça me dérangerait parce que professionnellement, dans le thème d'ambition de carrière, etc., ça me poserait un problème parce que j'ai envie d'être utile et de sentir que j'évolue dans la carrière, mais que même l'argent que j'encaisse en termes de salaire, c'est bien mérité. Donc, il y a ça. Et je pense que chaque travailleur devrait normalement être rongé par cette envie d'apporter quelque chose. Mais évidemment, c'est chacun pour soi. J'adore. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Je vais terminer avec trois questions flash, Rémi. Quel est le sujet que tu as traité qui t'a demandé le plus d'efforts et le plus de courage? Alors, après, je pense que, parce que tous les sujets très, très sérieux m'ont demandé énormément de travail. Il y a ce sujet en termes de travail, de charge de travail, le sujet sur les frontières de l'Afrique, qui sont quand même, le tracé des frontières de l'Afrique, qui sont quand même à la base, je pense, de beaucoup d'autres problèmes, les différents fonciers, les différents territoriaux, les subdivisions socio-anthropologiques des peuples africains, aussi la lourdeur au niveau des systèmes économiques.
les frontières ont créé énormément de problèmes. Et ça vient du fait qu'elles n'ont pas été tracées pour les Africains, mais pour les personnes qui les avaient tracées à l'époque, donc les Occidentaux et bien d'autres. Mais il fallait checker, il fallait fact-checker, double-checker qui était là ou pas en 1884, qui a fait quoi, pourquoi cela a été fait ainsi, checker au niveau des frontières. Donc, ça m'a vraiment beaucoup pris. Je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps à faire cette vidéo. Sur le franc CFA aussi, je pense qu'il a fallu beaucoup de courage parce que on parle de pays qui n'ont pas le courage de couper le cordon et d'elles-mêmes de pouvoir faire face à leurs propres problèmes, de pouvoir gérer leur propre monnaie individuellement ou alors collectivement sans leur ancienne puissance coloniale. Et donc, elles sont nommément citées. Et c'est visible, ça saute à l'œil. Et donc, j'avais envie de dire que je m'attaque frontalement à un problème. Et s'attaquer à un problème, ça devait aussi s'attaquer à des pays, puis finalement, peut-être à des gouvernements aussi. Ça prend du courage. Mais je ne pensais pas ça en termes de courage. Moi, je voyais plus le problème. Un problème qui ne pouvait plus être tu et qu'il fallait simplement évoquer. Deuxième question, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais, arriver ou créerais? Si j'avais une baguette magique, je pense que je ferais arriver à la tête de chaque pays africain des dirigeants qui ont vraiment à cœur l'intérêt commun. C'est-à-dire que je mettrais en place des dirigeants dans chaque pays qui comprennent que s'ils sont là, c'est pour servir les peuples. Donc, qui seraient à l'écoute des peuples, qui seraient capables d'identifier les problèmes et d'en apporter les solutions, de faire tout ce qu'il faut pour apporter les solutions qui arrangeraient les problèmes pour la cause commune. Et des dirigeants aussi qui seraient prédisposés à comprendre qu'il faut une unité au sein de l'Afrique, qu'il faut un État fédéral pour qu'enfin on puisse rattraper le retard que l'on a, parce qu'individuellement, on n'arrivera pas quelque part dans la structure actuelle géostratégique du monde. Donc, c'est ce genre de dirigeants que je mettrai en place, parce que je pense que si on a de bons dirigeants, le reste de choses s'arrangerait. Donc, la baguette magique, je m'en servirais pour placer entre guillemets, de belles têtes au-dessus. Tu as réussi ensuite de à faire me faire verser quelques larmes. J'adore. J'ai eu les larmes aux yeux. Alors, merci pour cette belle baguette magique. Puis tu parles de pays africains, mais je pense aussi que c'est vrai dans tous les pays du monde. Des gens qui ont à cœur réellement l'avancée des gens, du peuple, du pays. Troisième question. Si tu devais redéfinir le mot politique en une phrase, tu ajouterais quoi? Tu dirais quoi? En une phrase, pour moi, je dirais, s'il fallait vraiment redéfinir la politique en une phrase, je dirais que c'est l'art d'écouter les gens, de les rassembler autour d'un idéal commun et de concrétiser leurs vœux, en tout cas le vœu de la majorité, dans le bon sens. C'est l'art de servir le peuple. Parce que très souvent, je pense que c'est plus de la démagogie qu'autre chose. Donc pour moi, s'il fallait résumer, je dirais que la politique, c'est l'art de servir le peuple. Merci infiniment, Rémi. Tu es extraordinaire. J'aime beaucoup l'idée que si chaque personne prend son courage à deux mains, comme toi tu le fais, comme moi je commence à le faire, comme certaines personnes plus jeunes aussi le font aujourd'hui, qu'on ose parler, qu'on ose influencer, qu'on ose juste poser une question pertinente, intelligente, payante, qui va faire réfléchir, ne serait-ce que planter une graine pour dire ah, mais j'ai toujours fait ça comme ça, mais est-ce que c'est la bonne manière? C'est notre rôle et c'est de cette manière-là qu'on peut aider qui? On va aider qui au premier? On va nous aider nous-mêmes, on va aider nos familles, on va aider notre quartier, notre communauté, notre pays. Puis moi, je rêve d'un grand monde où tout le monde est ami, mais où tout est simple et tout est facile parce qu'on parle de nos intérêts, comme tu dis, personnel et on échange et on trouve des solutions ensemble et on sait que c'est possible, ça a été possible pour le vaccin de la COVID. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible pour d'autres choses.
Vous avez aimé ce balado, comment tu fais, et vous voulez participer activement à votre épanouissement et développement personnel et professionnel, envoyez-nous vos questions, vos défis, qu'on puisse regarder, que je puisse trouver des personnes coup de cœur qui vont pouvoir encore une fois venir vous émerveiller et vous donner des bons outils, leur vision des choses, parce que finalement, c'est ensemble qu'on avance.